Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. Dans l'actualité de ce 13h, incendie hier dans l'après-midi sur un poste de distribution de la Sonabel à Ouagadougou. Un court-circuit serait à l'origine et selon les techniciens, il faut craindre un affaiblissement des capacités de la Sonabel. Après cet incident, explication à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, la technique d'irrigation de goutte à goutte qui fait ses preuves à Batié dans le Noubiel. Dans cette édition, visite d'une exploitation où prospèrent des bananiers, des papayers et autres fruits ou autres arbres fruitiers. Les rendements font le bonheur du producteur. Témoignage à suivre donc dans ce journal. Et dans ce journal, à l'étranger, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, annonce la rupture de toute relation entre Israël et la Palestine. En cause, le deal du siècle proposé par Donald Trump comme plan de règlement du conflit entre les deux entités. Mahmoud Abbas qui estime que le plan est une violation aux accords d'Oslo. Ce sont là les titres du 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Plus de peur que de mal, hier après-midi au poste de distribution Ouagadougou de la Sonabel, un incendie s'est déclaré dans l'après-midi. Donc, tout laisse à croire qu'il s'agit d'un court-circuit sur les installations. Pour les techniciens de l'entreprise, cet incident aura des conséquences sur la fourniture du courant pour la ville de Ouagadougou. Herman Toé constate. Un bâtiment assombri par la fumée, des câbles électriques et du matériel endommagé, du personnel à pied d'œuvre, c'est le triste constat fait à notre arrivée à la station Sonabel de Gounguin ce premier jour de février. Tout serait parti d'un disjoncteur. C'est des disjoncteurs de beaucoup plus grande taille qui alimentent des quartiers. Donc on a eu un incident sur un des disjoncteurs qui s'est transformé en incendie. Et c'est ce qui a causé les flammes que vous avez vu voir. Vous avez vu l'effet des fumées un peu partout. Survenu aux alentours de 12 heures, l'incendie a pu être maîtrisé grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Le poste source endommagé servait à alimenter les quartiers Tampoui, Rimkieta, Pissi, Sissin, Saint-Louis et Zaktouli. Nous avons une indisponibilité de ce poste source, mais nous avons d'autres alternatives pour alimenter notre clientèle. Et c'est ce que nous avons fait. Et il se trouve maintenant que notre système est fragilisé. Ça veut dire qu'on n'a plus de possibilité de reprendre cette même clientèle si jamais nous avons une panne sur les postes sources sur lesquels nous sommes reportés. La conséquence de cet incident pour la clientèle a été l'interruption immédiate de l'alimentation dans les zones concernées. Quant à la société, la perte est encore énorme, d'autant plus que cela va engendrer des travaux de réparation avec de la main-d'œuvre locale et même internationale. Et puis, c'est fini depuis le 31 janvier dernier pour le Salon international du coton et du textile de Koudougou, un rendez-vous qui a permis aux professionnels dans le domaine d'exposer leur savoir-faire et les potentialités du coton et du textile au Burkina Faso et dans la sous-région. À la place de la Nation, dans la ville de Koudougou, un des sites d'exposition. Le ministre en charge du commerce a rendu une visite aux exposants, histoire d'apprécier le savoir-faire de nos professionnels. Compte rendu avec Ernest Kambiré. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat sur l'aire d'exposition des produits et services en rapport avec la chaîne de valeur du coton. Ici, à la place de la Nation de Koudougou, le coton textile, habillement et autres produits dérivés du coton et du faso d'Amfani s'exposent. Nous sommes au CICOT 2020. Des pailles avec des couleurs mélangées et des couleurs uniques également. On a eu plus de clients, mais bon, on attend toujours de voir, comme c'est pas la fin. On espère que les clients vont sortir et puis qu'on fera de bons marchés. J'ai amené des chemises, il y a un tissu complet et puis il y a les femmes pour femmes aussi. Pour les marchés, ça va. Il y a des beaux tissus africains, des très beaux tissus africains. C'est très bien. On trouve que c'est sympa, une bonne ambiance, c'est parfait. Une diversité de produits et services, des savoir-faire et de la création de dernière génération que le ministre Kaboré a pu apprécier avec beaucoup d'intérêt. Nous constatons qu'il y a toujours de l'amélioration et que les gens prennent en compte l'ensemble des observations des clients et qu'ils améliorent leurs produits. Ça montre aussi l'importance donc d'avoir des événements
comme le SICOT, où les gens arrivent à se rencontrer. Et ça crée de l'émulation et ça crée de la concurrence. Parce que lorsque vous venez exposer comme ça et que vous allez à un défilé, vous regardez, quand vous repartez dans votre atelier, vous vous rendez compte que souvent il y a plus fort, ou bien vous arrivez en tout cas à vous mesurer et de pouvoir donc améliorer vos produits. C'est un peu ça aussi qui est fait. Ce n'est pas seulement donc de vendre, mais c'est vraiment que les gens puissent constater comment au fur et à mesure on peut évoluer. Sur le site d'exposition, c'est un autre regard sur le SICOT 2020 qui se dégage de l'événement. Rendez-vous est pris pour 2022 pour tirer une fois encore plus haut le secteur du coton textile habillement. Environ 2400 participants ont pris part à ce SICOT. Entre exposants et professionnels, tous affirment que la manifestation leur a été utile. Ils se sont confiés à Ernest Kambiré. SICOT, c'est l'événement à ne pas manquer, j'allais dire. C'est l'endroit où on rencontre tous les acteurs qui sont investis dans la filière coton, où on échange, où on partage des expériences. Et c'est aussi l'endroit où on fait des plaidoiries, c'est l'endroit où on partage nos difficultés et on essaie aussi d'échanger en termes d'opportunités, de perspectives. Donc c'est avec une très grande joie que nous participons à l'événement. Et c'est la deuxième édition, nous étions également là lors de la première édition. Et l'expérience ne fait que s'enrichir. Un salon, c'est un échange. Un salon, c'est de la recherche. Un salon, c'est se rencontrer, se parler entre professionnels. Donc il y a des ateliers qui se font, il y a des panels qui se font, il y a des matières premières qu'on découvre. Donc c'est parfait. Mais moi, ce qui est important est que notre confédération a eu le jour, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, qui va nous permettre d'organiser notre domaine, qui va nous permettre de pouvoir s'organiser et pouvoir affronter le monde. Aujourd'hui, tout le monde porte les habits. Les enfants ou les vieux, tout le monde, ça concerne tout le monde. Si on a eu une usine aussi qui peut faire les pailles traditionnellement, que beaucoup de religions, vous voyez les catholiques, les musulmans, s'il y a quelque chose, même s'il y a des campagnes, ils ont commandé le matériel, les pailles là ailleurs pour venir au Burkina. Mais si on a une usine qui peut faire ça, au lieu d'importer, on va faire tout ça là ici. C'est énorme ce que les jeunes font. Il y a tellement de talent que vraiment, je pense qu'on aura des choix. On aura réellement beaucoup de choix. Parce que, vous savez, hein, il y a quelques années, quand j'ai fait mon premier défilé ici en 88, je vous assure que c'était, on a voulu nous lapider. Parce que les filles ont porté des jupes courtes, tout ça, les gens, ils ont chassé les mannequins. Donc voilà, donc quand on voit ça et aujourd'hui, et à l'époque on ne pouvait pas imaginer même qu'on pouvait porter du façon d'Anfani. Et bien sûr qu'après l'ère Sankara, ils ont commencé à porter, mais pour moi c'était avant. Donc je pense qu'aujourd'hui, les jeunes gens ont tellement de talent que je pense que ça ne peut pas reculer, c'est impossible. Et puis la coordination provinciale du MPP dans la Sicile sonne le rassemblement de ses militants de 7 communes de la province. Ce samedi donc, les militants se sont retrouvés pour une conférence provinciale, l'objectif étant de se recentrer sur les prochaines échéances, notamment les élections de 2020 au Burkina Faso. Draman Dadian. Une minute de silence en mémoire des victimes des attaques terroristes. Merci. Puis l'hymne du mouvement du peuple pour le progrès, le MPP. Tous ici sont militants du parti majoritaire, venus des 7 communes de la province de la Sicile pour leur première conférence de l'année 2020. Une conférence aux allures des meetings de campagne électorale. C'est tout à fait légitime quand les gens sont intéressés par quelque chose. Nous savons qu'il y a des partis qui sont là, nous ne sommes pas le seul parti, mais nous n'avons pas peur. Au-delà de la mobilisation, vous avez vu la cohésion. Et donc, ce message que nous amenions, et je me rends compte qu'ici, on ne fera que le répéter. Je pense que le message avait déjà été entendu. En tout cas, on est satisfait. Rassemblement pour plus de solidarité et d'unité. Le président Roch-Marc Christian Kabouri, leur champion, reçoit les félicitations et encouragements de la base. Éducation, santé et infrastructure, le bilan de son mandat, vu par le MPP, est satisfaisant. Lorsque le président est passé ici au cours de la campagne, des engagements avaient été pris. Nous avons été satisfaits. Nous avons cependant d'autres préoccupations qui ne sont pas encore
prises en compte. Nous travaillerons à ce que ce qui n'a pas été fait au cours des 5 années puisse se faire dans les 5 autres années, puisque nous sommes convaincus que notre candidat sera réélu. Et cette conférence sonne comme une revue des troupes, des directives, mais aussi des consignes pour remobiliser l'électorat de la Sicile au profit du Parti du Soleil Levant. Et puis, de son côté, le syndicat national des secrétaires du Burkina était en congrès ordinaire ce week-end à Ouagadougou. Outre le but de se concentrer sur la défense de leurs intérêts, les délégués présents à ce congrès ont également dénoncé les atteintes aux libertés publiques, notamment individuelles et collectives, et ont appelé à la mobilisation. Herman Toé pour le compte-rendu. Premier congrès ordinaire du syndicat national des secrétaires du Burkina, une soixantaine de délégués venus de 8 sections prennent part. Au terme d'une journée d'échange, se dégagent d'importantes décisions pour la cause des travailleurs. Nous avons retenu de continuer la lutte pour défendre les intérêts matériels, moraux et professionnels des secrétaires, de lutter pour l'équité, la justice, la transparence dans les pratiques en matière de gestion des ressources humaines et des carrières des secrétaires, de continuer la lutte pour l'avancement démocratique et syndical dans notre pays. Ce congrès a permis aux militants de porter un regard critique sur la situation nationale et internationale, mais aussi de soutenir sur le syndicalisme révolutionnaire de lutte des classes. Vous savez, les secrétaires, c'est les gens qui sont proches des ministres, des présidents des institutions et autres. Donc, nous avons jugé que c'est cette ligne syndicaliste révolutionnaire de lutte des classes qui va nous permettre non seulement d'atteindre nos objectifs, et aussi pour un mieux-être dans la vie. Aussi, comment faire? Parce que c'est ce que nous avons adopté ici, c'est ce que le conférencier nous a enseigné. Comment faire ce syndicalisme révolutionnaire? Comment un syndicaliste révolutionnaire doit se comporter? Un syndicaliste révolutionnaire doit être un exemple pour vraiment l'émancipation réelle du peuple. Le congrès ordinaire a vu le renouvellement de l'organe dirigeant du syndicat, fort de 14 membres. Les militants se sont engagés à faire bloc autour du nouveau bureau et à redynamiser la base pour mieux défendre la cause des secrétaires du Burkina. Et je l'annonçais en titre, la technique d'irrigation goutte à goutte pour rationaliser l'utilisation en eau et de faire de bons rendements agricoles, même pendant la saison sèche. À Batié dans le Noubiel, Isaka Ouetraogo est un pionnier dans l'utilisation de cette technique. En termes de rendement, son exploitation présente des résultats palpables. Des bananiers, des papayers et bien d'autres arbres fruitiers sont en pleine production. Visite avec Lambert Soma. Des papayers et des bananiers en pleine production. Nous sommes pourtant en saison sèche ici à Batié. Pour parvenir à ces résultats, le propriétaire des lieux utilise une technique d'irrigation appelée goutte à goutte. Ces fils que vous voyez là, c'est les fils qui permettent d'injecter de l'eau au tronc des arbres. J'ai pas moins de 6 km de fil. Vous voyez qu'il y a des capuchons, il y a des réglages qui permettent de chuinter l'eau tout au long de la journée au pied de l'arbre. Un autre système que j'ai adopté, ça c'est le goutte à goutte avec les bidons. Une fois que vous n'avez pas vraiment les grands moyens pour faire des raccordements de fils, vous pouvez mettre en place un système de bidons. Le système d'irrigation goutte à goutte, Isaka Ouedraogo le découvre lors d'un voyage au Ghana. Il décide alors de l'expérimenter sur 3 des 32 hectares d'anacarde qu'il possède. Les résultats sont édifiants. Le rendement d'un hectare vous donne tout au plus 400 à 500 kg. Mais quand vous faites le système goutte à goutte, vous avez plus de 700 à 750 kg à l'hectare. Fort de ce constat, notre producteur décide d'étendre le système goutte à goutte à d'autres spéculations. Je suis à ma 3e année, c'est pour dire que le système, tout cas, va bien. Afin de conserver l'humidité à son maximum, il faut cette astuce. Une fois que vous sentez qu'il y a l'arrivée de l'eau et qu'il n'y a pas de problème, vous essayez de reboucher avec le capuchon qui donne le goutte à goutte. Et même s'il y a un problème, l'humidité va rester au moins 2 ou 3 jours, sinon plus que ça. Pour faire fonctionner correctement le système, 27 millions ont été injectés dans le projet. Et pour me permettre de travailler
je ravitaille d'abord le château. Et une fois que je sens que lui, il est plein, j'arrête maintenant et je travaille dans la journée et comme dans la nuit avec ce système-là. Son ardeur au travail est d'ailleurs salué par les responsables de l'agriculture. C'est l'un des producteurs qui fréquente beaucoup les services techniques, qui n'hésite pas à nous approcher lorsqu'il a des soucis au niveau de son exploitation. Donc, l'un dans l'autre, M. Ouedraogo bénéficie de l'appui conseil, ce qui lui permet d'utiliser rationnellement les infrastructures dont il a bénéficié et aussi de mettre en place un certain nombre de paquets technologiques vulgarisés par nos services. En plus de l'écoulement de sa production de maïs, l'autre difficulté que rencontre notre producteur, c'est le manque de main-d'œuvre pour le bon fonctionnement de son exploitation agricole. Autre actualité, le président du Catholique Relief Service à Kaya dans le San Matenga, au contact direct avec les déplacés internes, Chrysler Touram est allé encourager et recueillir leurs doléances. Le point avec Jacques Lamissa Tarpaga. Le vice-président mondial de l'ONG Catholique Relief Service touche du doigt les réalités que vivent les déplacés installés au secteur 7 du Kaya. Il traduit également ses encouragements à ces personnes en difficulté. L'idée pour lui est d'apporter le soutien approprié à l'issue du constat fait sur le terrain. C'est une opportunité pour les réfugiés de décider de ce qu'ils veulent faire. Ça nous permet effectivement de les autonomiser. Je crois que nous allons continuer dans cette lancée avec davantage d'appui dans ce sens. Et aussi, nous allons continuer avec des techniques, je veux dire des formations qui vont effectivement contribuer à outiller ces réfugiés pour qu'ils puissent effectivement se prendre en charge. Catholique Relief Service vient en aide déjà aux déplacés par des dons de kits d'hygiène, la construction d'abris et l'octroi d'argent. Cela permet aux bénéficiaires d'assurer le minimum vital. Ils ont aussi émis quelques doléances à l'endroit des donateurs. On a beaucoup de problèmes, mais on sollicite de l'accompagnement, surtout dans le domaine du logement, de la nourriture et la prise en charge de nos enfants. Catholique Relief Service entend intensifier ses actions en faveur des personnes vulnérables. L'ONG veut agir surtout dans le domaine de l'éducation, afin d'assurer la réinsertion scolaire des élèves déplacés. Un reportage donc de Jacques Lamissa Tarpaga et de Isiaka Seko. Et puis soirée des 12 au PCA, les personnalités culturelles de l'année organisées par un particulier. C'était ce 31 janvier à Ouagadougou, les personnalités qui se sont vues décerner des trophées à l'occasion. Les temps forts avec Herman Toé. Après le travail bien fait, l'heure est à la récompense. Ces acteurs culturels du Burkina observent une halle pour encourager le mérite dans divers domaines. Nous essayons en fin d'année, notamment le mois de novembre voire octobre, de rassembler sous forme de brainstorming l'ensemble des catégories d'abord qui se sont illustrées tout au long de l'année. Est-ce le théâtre, est-ce le cinéma, est-ce la musique, est-ce la danse? À travers donc cela, on essaye de façon à ramasser, identifier un peu certains acteurs de ces différentes filières qui se sont illustrés tout au long de l'année. Pour les 12 élus de l'année, la récompense est une invite à redoubler d'efforts pour porter haut le flambeau de la culture burkinabé. C'est un réel plaisir d'être récompensé comme ça, meilleur spectacle de l'année. C'était mon tout premier One Woman Show que vous tous vous avez connu. Je vous salue Marie, que j'ai présenté au Sénasa. Donc c'est ce spectacle-là qui a été récompensé ce soir. Les gens vont vouloir un spectacle de qualité encore plus que Je vous salue Marie. Donc ça donne encore plus d'énergie. C'est vraiment un sentiment de satisfaction, de joie. Et je dédie le trophée à la team Afri Elba. Et les travailleurs, nous sommes 7 au total. Et ils abattent vraiment un boulot très formidable. Sur le podium, les artistes succèdent pour magnifier la culture burkinabé dans toute sa diversité. La culture doit rester le lien qui lie toutes nos sociétés. C'est par la force de la culture que le vivre ensemble, la cohésion sociale tant recherchée, et doit nous aider à avancer.
Une pensée particulière est allée à l'endroit des familles éprouvées par les attaques terroristes. Et pour traduire cette solidarité, une collecte de fonds est initiée sur place au profit des familles des victimes de Arbinda. Et puis à l'étranger, ce que les Américains appellent deal du siècle proposé par Donald Trump pour un règlement du conflit israélien-palestinien est une violation des accords d'Oslo et est dénoncé par le président palestinien. En déplacement au Caire, Mahmoud Abbas a annoncé donc la rupture de toute relation, y compris sécuritaire, entre autorités palestiniennes d'une part, Israël et les États-Unis d'autre part. Regardez. L'autorité palestinienne va cesser toute relation avec Israël et les États-Unis. Son président Mahmoud Abbas, en déplacement au Caire, à l'occasion d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe, l'a annoncé ce samedi. Cette décision fait suite au plan de Donald Trump pour la région, annoncé mardi. Nous vous informons qu'il n'y aura pas de relation avec vous, Israël, ni avec les États-Unis, y compris sur le plan de la coopération sécuritaire. Et vous, Israéliens, vous devrez assumer la responsabilité d'une puissance occupante. Le plan des États-Unis présenté comme un plan de paix suscite la colère des Palestiniens, mais aussi celle de nombreux Arabes israéliens. 2000 d'entre eux ont manifesté ce samedi à Baqa, Al-Gharbia, près de la frontière avec la Cisjordanie. Le plan Trump prévoit l'annexion par l'État hébreu de nombreuses colonies israéliennes. De leur côté, les Palestiniens sont invités à faire preuve, je cite, de bonne volonté pendant 4 ans avant d'obtenir un État morcelé. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido, celui qui s'est autoproclamé président par intérim, commence à se fatiguer. Son image s'est érodée au fil des mois et là d'attendre que les Américains et ses alliés passent de la parole à l'acte, il était en tournée en Europe. Saura-t-il fédérer les soutiens autour d'une opposition vénézuélienne fatiguée et aux abois? Regardez. Juan Guaido prépare son retour en force au Venezuela. L'opposant numéro 1 à Nicolás Maduro poursuit sa tournée diplomatique. Après la Colombie, l'Europe et le Canada, il s'est rendu dans l'État américain de Floride où vit une importante communauté vénézuélienne. 1 an après s'être autoproclamé président du Venezuela, Guaido veut continuer à fédérer dans l'espoir de renverser Nicolás Maduro. Nous allons faire notre possible pour obtenir un rendez-vous avec le président Trump, mais nous préparons déjà notre retour au Venezuela. Ce n'est pas une décision simple compte tenu de la dictature en place et des menaces que nous avons reçues. Au pouvoir depuis 2013, Nicolás Maduro a résisté jusqu'ici à la pression internationale, alors que Juan Guaido avait été reconnu il y a 1 an président par intérim par une 50aine de pays, dont les États-Unis et plusieurs pays européens. 1 an après, le successeur de Hugo Chavez, soutenu quant à lui par la Russie ou la Chine, est toujours au pouvoir. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTV. Au revoir.